La Casa de Papel, saison 4. Quelle merde! Mais quelle merde! Excusez-moi, hein, quelle merde! Là, on va partir sur de la critique 110% spoiler, parce que c'est une catastrophe, si vous voulez, cette série. Autant Netflix est capable de proposer du contenu de qualité, avec notamment, dernièrement, on a eu Altered Carbon, une magnifique série de science-fiction. Mais là, quelle merde! Quelle daubasse! Mais vraiment, hein, donc, après une saison 1 et une saison 2, donc un seul bloc divisé en deux parties, euh, un premier bloc, donc deux saisons qui avaient été vraiment très séduisantes, avec un rythme, quelque chose de très frais dans la narration, dans la construction des personnages, dans le récit. Euh, on avait vraiment quelque chose de séduisant et qui m'a d'ailleurs poussé à aller vers la saison 3, puis vers la saison 4, même si j'avais déjà un très gros doute sur le fait de m'être fait entuber. Et ben franchement, là ça y est, on y est. La Casa de Papel nous prend pour des rondins de bois. C'est parti, les scénaristes ont tiré sur la corde comme pas possible et on arrive dans un feu d'artifice d'excréments visuels et spirituels et tout ce que vous voulez, avec des personnages ridicules, des problèmes de fond et de forme. C'est une catastrophe. Donc, état des lieux, hein, de ce naufrage qui est la Casa de Papel saison 4. Donc, on commence déjà. J'ai mes notes sur l'écran, c'est pour ça que je ne regarde pas dans les yeux, j'en vois qui s'énerve. Ça va. Oh, comme ça, c'est sérieux ce que je te dis. On commence sur la forme, les problèmes de forme liés à cette saison 4 avec déjà, gros problème, une chronologie complètement éclatée, complètement ridicule par endroits, avec, par exemple, quelque chose de très factuel, une récupération express des blessures. On n'a jamais vu ça. En 2000 ans de médecine, c'est une première. Hein, le personnage de Arturo qui se fait latter la gueule à coups de poing, en 24 heures, il a même plus d'œdème, tout roule. Il a récupéré la vue, alors qu'il s'est fait défoncer la gueule. Mais ça va. Vraiment récupération solide. Bon, une petite coupure de rien du tout. Donc déjà, voilà. Un élément très factuel, mais pour vous dire à quel point les scénaristes se sont emmêlés les pinceaux. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. On a des allers-retours incessants entre le passé, entre le présent et le passé, ce qui était un élément fort du premier bloc. Donc premier bloc, j'appelle saison 1, saison 2, comme ça on est clair. C'était un élément fort, ces allers-retours, comme d'ailleurs souvent, hein, il y a beaucoup de narration qui repose là-dessus. Mais, mais clairement, là, dans cette saison 4, ça devient insupportable, avec des explications bidons pour des événements mineurs, en fait, dans la série. Excusez-moi, encore ce problème d'image. Voilà, hop, normalement, là, on est bien. Donc, voilà, une chronologie complètement éclatée, avec de gros problèmes d'aller-retour qui ne servent à rien. Et malheureusement, on voit très vite, très, 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 très vite, que les scénaristes ont été pris au piège d'une volonté de tirer sur la corde, d'en faire toujours plus, avec voilà, une chronologie qui ne tient pas la route et une rythmique qui n'est pas respectée. On sent que il fallait meubler clairement sur des épisodes qui font entre 40 minutes et 1 heure pour le dernier. Il faut meubler. Très franchement, je pense que cette saison 4, on peut la réduire de moitié pour avoir un tout cohérent et sans virage inutile. Et de fait, la série est remplie de scènes et de plans inutiles, qui ne nourrissent pas le récit, qui ne nourrissent pas la construction des personnages, qui ne servent à rien qu'à expliquer des éléments cosmétiques de l'histoire. On est à deux doigts de nous expliquer pourquoi la moquette est bleue à l'intérieur de la banque. Enfin, en fait, on s'en fout de manière générale. On a des dialogues incessants pour expliquer, là encore, des éléments inutiles sur une construction des personnages qui n'avancent pas, mais on va y revenir. La scène du taureau dans les premiers épisodes, alors là aussi, super, vraiment super. C'est depuis Thierry Lafronde, on n'a pas vu un suspense comme ça. La scène de Berlin qui va planter une fourchette au niveau des gonades d'un sosie de Pavarotti dans les toilettes d'un bar. Là encore, on avait compris, sauf erreur, que Berlin était un personnage quand même assez dangereux, assez menaçant. Mais non, non, pour être sûr de ça, faut qu'il plante une fourchette au niveau des burnasses de quelqu'un.
Bon, ben voilà, on y reviendra encore sur cette volonté, on dirait, des scénaristes de prendre le spectateur pour un profond crétin. On va y revenir. Donc voilà, pour les scènes inutiles. Sur la forme, alors c'est le retour des chansons à l'italienne, hein, parce qu'il y avait eu Bella Ciao. Bon bah allez, on va vendre du t-shirt avec écrit Bella Ciao. Alors maintenant, ils nous font une reprise de Ti Amo avec des moines. Voilà. Hein, normalement, il y a Camoulox à ce moment-là. Non, non. L'histoire continue. Une reprise de Ti Amo avec des moines dans une scène ridicule. Hein, vraiment, c'est le big deal. C'est Interville. Ces scènes, hein, qui ne servent à rien. Ces plans inutiles. Et là encore, problème de fond, hein, catastrophique. Les dialogues de cette série. Depuis Plus belle la vie et Camping Paradis, on n'a pas vu autant de dialogues de merde. C'est catastrophique. C'est catastrophique de bêtises. Alors le coup de la Maserati qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, où le personnage de Rio compare Tokyo à une Maserati. Puis à un moment, tu as une scène pseudo-séduction entre les deux personnages, où il lui dit je vais te refaire le châssis. Apparemment le mec est mécano parce qu'il a l'air d'avoir des connaissances assez approfondies. Donc je vous passe, hein, des vertes et des pas mûres, comme on dit, dans le milieu du fruit. On a aussi, alors ça aussi c'était catastrophique, des échanges pseudo-psychologiques qui feraient passer les pages de Femme actuelle pour une thèse de psychanalyse, où vraiment chaque personnage y va de son traumatisme. Ouais, mais moi je me suis fait ranger une clé à molette dans le nez. Ah ouais, mais moi une fois ma mère elle m'avait pas donné de la danette. Enfin, c'est catastrophique, la construction des personnages est nulle à cause en partie des dialogues incessants où chacun va vouloir séduire l'autre sur des rapports complètement nuls, où chacun va exprimer son traumatisme. Ça ne tient pas la route une seule seconde, ça manque cruellement de solidité. Et forcément, les personnages, là encore, qu'on avait plutôt apprécié dans le premier bloc, donc saison 1, saison 2, les personnages deviennent fades au possible. Ils n'ont que très peu d'intérêt, une construction complètement fragile où finalement ils n'existent que pour porter certains messages, on va y revenir. Et malheureusement, les personnages sont caricaturaux au possible. Ils font tous face à des dilemmes psychologiques aussi gras qu'une nappe après un repas de famille. Vraiment, c'est fragile. On nous présentait au départ cette bande de joyeux lurons comme les Expandables espagnols à base de tapas et de kalachnikov. Et finalement, c'est vraiment les bras cassés, quoi. C'est les tuniques bleues sur le divan du psychanalyste du coin. Ils sont tous amoureux les uns les autres, ils en ont tous ras la casquette, ils se posent tous des questions existentielles. C'est complètement loupé. Sur ce plan-là, la série passe complètement à côté de son sujet. Sur la forme, je vous passe, hein, les nombreuses incohérences, cette histoire d'opération. Alors les mecs, ils opèrent une collègue à eux, Nairobi, pour ne pas la citer. Euh, Ils ont dû faire une ou deux parties de Docteur Maboul dans leur vie. Mais là, c'est bon, avec Skype, ils ont un professeur par Skype qui leur dit alors, tu touches pas les bords, t'écartes les côtes, tu coupes un bout de poumon. Allez, hop, et ça passe très bien. T'as des gars, ils font 15 ans d'études, eux, avec Skype, c'est tout bon. On arrive à faire vivre notre collègue qui va se réveiller et rouler en karting. Ah, j'ai décroché. Là, ils ont bricolé son karting pour qu'elle puisse se déplacer. Là, j'ai décroché. Puis pareil, hein, je vous parlais de récupération express. En 24 heures, elle est debout, Nairobi. Hein. Oh, oh, tiens, qu'est-ce que j'ai? Ouais, une égratignure. Enfin, c'est alors qu'elle s'est fait opérer, elle s'est fait enlever un bout de poumon. Bon, je suis pas médecin, mais je pense qu'il faut un peu plus de temps. Mais on va aller quand même dans le cœur du sujet parce qu'il y a les problèmes de forme, de toute évidence, mais il y a des problèmes de fond. Alors là, il y en a deux. Il y en a deux qui m'énervent profondément. Alors déjà, merci Netflix de prendre dans cette série vos spectateurs pour des bœufs, mais complets, pour des bananes flambées, mais à un niveau incroyable. Netflix prend le spectateur pour un débile, avec un remplissage de scènes inutiles, là encore, pour bien faire comprendre, mais vraiment bien faire rentrer, mais à coups de cuillère à peau, la portée de certains événements et des traits de caractère de personnages. On a par exemple, au moment de la mort de Nairobi, on la voit enceinte dans un champ. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas compris que comme elle avait eu un gosse, le gosse allait grandir tout seul. Faut bien insister là-dessus, qu'elle a été enceinte, qu'elle est maman. Tu vois, faut vraiment. Et puis la scène dure 23 minutes, c'est insupportable.
On a encore une scène complètement nulle de Alicia qui explique 223 fois à Raquel ce qui va se passer avec sa mère et sa fille là. C'est insupportable. Après, elle le fait avec des espèces de poupées, on dirait, et des voiturettes. Enfin, c'est lamentable. On a Gandia, le chef de la sécurité. Alors lui aussi, en termes de personnage, ni fait ni à faire, on a Gandia qui est méchant. Déjà, tu le vois, physiquement, il est méchant. Dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, il est méchant. Mais non, non. Pour être sûr que le spectateur ait bien compris que c'est un fils de pute, on va le faire passer pour un pervers narcissique avec une espèce de scène SM dégueulasse où Rio a les bras étendus comme le Christ, comme Nairobi qui a la gueule au travers d'une porte. Enfin là encore, c'est vraiment d'une finesse absolue, on dirait du Pierre Ménès. Enfin, c'est ridicule. Le personnage de Gandia, voilà, on met une surcouche de méchanceté parce qu'on n'avait pas bien compris que c'était un connard. Donc là, on en est sûr. Donc voilà, si vous voulez, ce premier élément-là, sur le fond, qui est juste lamentable, si vous voulez, le récit est complètement fragile, il est farci avec des idées bidons, des personnages fragiles, ça chiale tout le temps, on n'en peut plus. Et par contre, alors là, c'est le grand morceau que non, je veux pas adopter, le grand morceau que je voulais aborder avec vous, la grande loterie de la morale à pas cher dans les séries Netflix. Alors, certaines y réchappent encore, mais en tout cas, pour La Casa de Papel saison 4, alors là, ils ont coché toutes les cases. Ils ont coché toutes les cases de la morale à pas cher, mais vraiment, ça en devient ridicule, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Alors déjà, on a plusieurs personnages homosexuels, là pour le coup très bien, et je trouve même que, en tout cas dans les deux premières saisons, les trois premières à la rigueur, ça donnait une vraie profondeur à certains personnages, certains tourments, c'est assez intéressant, vraiment pour le coup, mais par contre ça tourne à la tarte à la crème complète quand la série se fait insistante, répétitive, pour montrer en permanence les dilemmes moraux des personnages homosexuels qui sont souvent représentés en train de pleurer. Donc on se rend compte qu'à vouloir défendre un certain aspect moral, en fait on le renforce avec des stéréotypes complètement bidons. Le personnage d'Helsinki qui passe presque les derniers épisodes à pleurer en permanence. On est voilà dans une volonté de mettre en avant des personnages homosexuels, mais au dépens, je pense, du message qu'on veut porter. C'est trop, c'est beaucoup trop. Une scène de baiser entre Berlin et son collègue qui n'arrive de nulle part, qui n'a aucun intérêt. Voilà, donc ça c'est la première chose, la première case la loterie de la morale qui est faite dans la Casa de Papel. Et on a aussi, alors, sur l'aspect LGBT, alors là, roue libre total, avec le personnage de Manille, qui est dépeint dans la série comme un homme devenu femme, un transsexuel, transidentité, et qui est incarné par une actrice femme. Voilà, par une femme qui n'a pas le même vécu. Donc, si vous voulez, la connexion entre la série, le message porté et la réalité est complètement bafouée. C'est-à-dire que Netflix fait le pari de mettre en avant un personnage transsexuel juste pour cocher la case morale, mais par contre, l'équipe Netflix n'a pas eu recours à un acteur transsexuel. Donc, c'est ce qu'on pourrait comparer à du blackface, si vous voulez, d'incarner un personnage transsexuel. Netflix n'assume pas son message de vouloir mettre en avant des personnages transsexuels, et effectivement, il en manque peut-être dans la fiction, au cinéma, dans les livres, il en manque, ça c'est certain. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut, dans ce cas-là, le faire jouer par un personnage transsexuel pour qu'il incarne à merveille ce personnage-là. Et non, on a Netflix qui fait un pas en arrière en ayant recours à une actrice qui n'a pas ce vécu-là. Donc c'est d'une mauvaise foi terrible. Ça ressemble à de la communication, de vouloir satisfaire les activistes ou les personnes pour qui ce type d'engagement est cher. Ça ressemble vraiment à ça et c'est absolument désespérant. On a, donc je continue dans la grande loterie de la morale à pas cher, on a le personnage d'Arturo, alors lui aussi, ça nous fait 2 saisons, 3 saisons qu'on nous rabâche qu'il est lâche, que c'est un connard, qu'il est tout ce que vous voulez. On avait compris. Eh ben non, 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 non. Maintenant, c'est devenu Harvey Weinstein. Comme ça, on est sûr que c'est vraiment le dernier des enculés, où il y a une scène d'agression sexuelle, supposément même de viol.
où il va violer une autre otage, voilà. Ça ne sert à rien du tout, ça ne nourrit pas le récit, mais il faut bien faire comprendre que c'est un connard, qu'il faut porter le message, que balance ton porc, MeToo, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, vraiment. Euh, Pareil avec le petit passage PMA entre Nairobi et le professeur, cette dernière qui lui demande de lui faire un enfant. Bon, voilà. D'ailleurs, elle lui demande parce qu'il est intelligent, donc elle lui demande par simple intérêt, comme une sélection de caractéristiques. Donc, voilà, on pourrait s'amuser à faire ça pendant 1 heure encore. C'est assez lamentable, cette tarte à la crème morale que propose Netflix dans une série où malheureusement certains personnages n'existent qu'à travers ça, à travers leur homosexualité, à travers leur transidentité. C'est le cas pour le personnage de Manny, qui n'a aucun intérêt dans la série. Sa seule justification est d'être infiltré parmi les otages pour surveiller et prévenir en cas de débordement, sauf qu'elle se rend même pas compte que dans son dos, il y a des otages qui ont un téléphone pour prévenir la police. Donc, un personnage sans aucune substance, qui n'a aucun intérêt. Voilà, donc pour conclure là-dessus, parce qu'on va pas faire 6 heures non plus, Netflix nous propose du fast-food de série. C'est bon, mais si tu manges ça pendant une semaine, tu vas devenir Bigfoot.